Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, me voici avec vous. Donc, je suis Rabat. Je vais attendre, il est 59, je vais attendre 1 ou 2 minutes, quelques minutes, le temps que les personnes rejoignent ce webinaire. Bonjour, Giovanteni, merci. Si vous m'entendez bien, vous me voyez bien, bah, faites-moi un petit coucou sur le chat en me faisant un petit +1, un petit bonjour, un petit yes, juste pour savoir que le son fonctionne bien. Très bien, je vais commencer à passer en partage d'écran, hein, avec vous. Merci pour les messages. Donc je commence à passer en partage d'écran. Voilà, hop là. En même temps, je fais rentrer les personnes qui arrivent. Très bien. Donc voilà, on est sur le partage d'écran. Je vous mets, directement ici le programme du webinaire. Voilà. Hop là, on est en webinaire, formation Python. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que, eh bien, heu, en ce moment, tout se passe bien, pour vous en cette fin d'année. Cette fin d'année, enfin fin d'année scolaire, on n'y est pas encore, hein, mais, voilà, ce 3e trimestre. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, super, coucou, tout fonctionne. Merci Bertrand. Voilà, on va bientôt commencer, 18h01. Je laisse encore 2 3 minutes. Donc, pour rappel, puisque j'ai partagé l'écran, je vais vous mettre le calendrier, voilà, juste là. Donc on est le 18 mai, on est juste ici en jaune, webinaire numéro 4. Donc c'est le 4e webinaire, hein, d'un programme, un programme où on a en fait, découpé, un programme, progressif, de compétences, en Python, basé notamment sur le livre, hein, le livre, Algorithmique et programmation, que l'on qui contient une partie 1. Je vais vous expliquer tout ça et cette partie 1 qui est accessible à tous, qui est, un ensemble de capsules vidéo, heu vous permet en fait de progresser en Python et je prends, 3 par 3, donc il y a 12 capsules, du contenu pour découvrir toutes les notions. Sur le webinaire 1, on avait vu l'installation de Python, l'utilisation de la console, on a vu comment utiliser l'IDLE Python, l'IDLE Python, qui est en fait l'outil par défaut pour faire du Python. Ensuite, au webinaire 2, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien, on avait ici, voilà, commencé, ABC, donc on avait vu comment, faire des calculs en Python, déclaration de variables et la gestion du texte et ensuite on avait résolu des exercices. Le webinaire 3, pareil, donc on avait fait ABC, donc on a fait quoi? On a fait PEF et après on avait résolu 2 exercices. Donc toujours le replay qui est disponible. Donc pour les personnes au cas où, si vous avez pas ce lien-là, je vous le mets dans le chat, hein, pour les personnes qui n'ont pas participé au webinaire précédent. Hop là et donc du coup, ensuite le webinaire, voilà, webinaire 4, on va faire GHI. On va s'intéresser aux conditions, aux boucles et aux fonctions. Voilà, donc c'était le temps d'accueillir les personnes. Je vais donc me représenter, je suis Rabatik et c'est un webinaire qui est fait en partenariat avec Hachette, Éducation. Je vais parler, justement au nom de Hachette ce soir. Précédemment, c'était Thomas Bécaud, responsable, professeur pédagogique et marketing de chez Hachette, qui faisait les introductions, au nom aussi de Sophie Corvy, hein, qui est responsable de la partie édition des livres, hein, Hachette Technique. Donc là, j'ai un livre que je vais vous présenter tout au long de ce webinaire, et donc voilà, qui participe à la création de ces livres-là. Et donc avec Evoluliquid, dont je suis le fondateur, on a décidé l'année dernière et cette année de vous proposer un programme de webinaire entièrement gratuit pour accompagner les professeurs et qui veut se former à Python, parce que Python, c'est, comme vous le savez, un sujet, important, depuis la mise à jour des bulletins officiels, de 2017. Python est enseigné, selon les filières et donc Python est présent dans plusieurs matières. Mathématiques, aussi les collègues de physique-chimie aussi font du Python et donc du coup, c'est une matière, transverse, hein, qui n'est pas une matière principale, une matière transverse qui est dans le bulletin officiel comme, du coup, apparaissant comme, voilà, algorithme et programmation.
Voilà, donc Hachette, dans le cadre de la création de ces manuels, a décidé de revisiter ces manuels et de créer donc un manuel hybride qui consiste en un format papier, ici, et une plateforme en ligne qui va vous proposer vraiment un parcours pardon, qui est le temps d'arriver, voilà, ici, voilà, un parcours qui va vous proposer en fait vraiment je vais vous montrer ça, voilà, donc il va vous proposer en fait toute une série de contenus ici, et le contenu ici du manuel en plusieurs parties. Je prends le temps rapidement de vous montrer ça. Je prends le temps rapidement de vous montrer ça. Hop là, on va se reconnecter. Hop, hop. Voilà. Donc, cette plateforme, faite par Evoluliquid, hein, dont je vous dis, dont j'étais le fondateur, va vous proposer en fait le sommaire du livre en ligne. Le livre est d'ailleurs fait d'une série de QR codes, hein. Vous allez voir qu'il y a des QR codes. Hop là, voilà, ici, voilà. Vous voyez, il y a des QR codes. Dans le contenu du livre, vous allez pouvoir accéder en flashant les QR codes à des livres. Et vous allez retrouver ici, eh bien, en fait, le contenu des livres. C'est ici une interface pour pouvoir faire du Python. Voilà, par exemple. Je fais un petit code ici, var égale 2 print var, hop là, hop là. Ici, j'ai une sortie et surtout une vidéo. Sachez aussi qu'en fait, les webinaires sont tous enregistrés comme je vous l'ai montré sur la page tout à l'heure. Et vous allez en plus de ça avoir du contenu ici tout à fait à votre disposition. Mais ce n'est pas tout, vous allez aussi avoir, en fait, ici, vous allez retrouver les chapitres du livre. Donc, vous voyez la suite numérique en première, fonction, dérivation, statistique, variable, et suite numérique en terminale, fonction exponentielle, fonction logarithmique, fonction inverse, etc. jusqu'à L. Pourquoi vous avez sur la partie 2 le programme de première et terminale? Parce que la deuxième année, on a décidé de revisiter les livres encore une deuxième fois. On avait fait des livres de seconde professionnelle et de première technologique, série technologique. Et cette année, on a fait première et terminale. Et donc, on a en fait voilà, tout le lycée complet avec une partie 1, donc encore une fois, qui est complètement gratuite. Vous avez un certain nombre de capsules vidéo par niveau. Vous pourrez retrouver des contenus. Donc là, les contenus, c'est des capsules de correction qui vous aident vraiment, qui vont vous aider à maîtriser les bases et à progresser étape par étape. Là, vous voyez, vous allez balayer A, B, C, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on a fait dans le webinaire 1, dans le webinaire 2, parce que le 1, c'était l'install. Ensuite, D, E, F, vous allez commencer à vous intéresser aux listes, aux tuples, à l'univers graphique, ça va être le webinaire 3. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux conditions, aux boucles et aux fonctions avec Python. Alors, je vais enlever l'effet qu'il y a derrière moi pour que vous puissiez voir un petit peu mieux en fait me voir un petit peu mieux. Voilà, hop là, je vais désactiver ça, juste une seconde. Là. Hop. Est-ce que vous me voyez bien? Appliquer les effets d'arrière-plan. Hop là. Et là, on va passer sur un effet nul. Et là, vous allez voir mon super fond vert juste derrière moi. Hop là. Comme vous l'avez vu, mon métier, c'est la vidéo. C'est pour ça qu'il y a un fond vert derrière. Et là, hop là, voilà. Donc, je disais, là, vous allez mieux voir le livre. Donc, comme je vous disais, donc, dans ce livre-là, algorithme de programmation de première et de terminale, sur toute la partie 1, donc toute la partie 1 qui n'est pas en fait le programme de terminale, donc toute la partie 1, vous allez pouvoir voir vraiment ici, voilà, tes premiers programmes avec Python. Donc, toute cette partie 1 qui va prendre quasiment un tiers du livre, donc jusqu'à la partie 2, hein, donc là, toute la partie 1 ici, vous allez voir ce que je vous montre à l'écran, c'est-à-dire A, B, C, D, E jusqu'à I. Et pour les profs, vous avez la possibilité
d'organiser un petit programme avec vos élèves. Donc, j'ai appelé ça un serious game, où vous avez aussi le code corrigé, vous avez un QCM interactif, vous avez la correction, donc il n'y a que les profs qui voient ça, parce que les élèves vont aussi pouvoir se connecter. Vous avez aussi un quiz. Et ici, c'est en fait, pour terminer, la partie 4, qui est le serious game. Et la partie 5, c'est comment participer, comment organiser un petit concours en interne dans votre classe. Donc du coup, la partie 1, c'est ce format Python. La partie 2, c'est le programme du bulletin officiel. La partie 4, c'est faire un projet serious game à proposer à ses élèves sur un thème du bulletin officiel. Par exemple, en section professionnelle, on a l'écologie, etc. Donc vous avez différents thèmes. Ensuite, dans ce serious game, bah, il y a un personnage, il y a un thème, etc. Donc on vous aide et il y a des capsules vidéo qui vous aident, qui vous expliquent comment mettre ça en place. Et si vous voulez mettre un peu de dynamique et d'ambiance dans votre classe, vous pouvez organiser un petit concours en interne. Donc la partie 3, c'est quoi? Bah, comme je vous l'ai dit, l'année dernière, on a fait 2 livres, seconde et première. Donc il n'y avait pas le bac. Donc là, cette année, c'est première terminale, bah, c'est 4 sujets du bac qui sont corrigés. Donc voilà, donc du coup, on va commencer. Donc, comme je vous l'ai dit, webinaire 1, 2, donc webinaire 1, c'était de l'install, hein. Tout est disponible en rediff. J'ai mis le lien sur le chat. Vous pouvez le récupérer, l'enregistrer et le garder pour revisiter les webinaires. Vous allez voir, c'est très formateur. Mais sinon, ici, sur la plateforme, vous allez pouvoir ici, en fait, retrouver les capsules étape par étape et vous former. Donc là, c'est vraiment des cas pratiques. Ça a été pensé pour que ce soit crescendo et vous pouvez pratiquer directement. Donc vous avez des énoncés, un environnement de travail et ici une capsule. Ensuite, vous passez sur B, etc. Des fois, il y a plus qu'une capsule. Vous voyez, là, il y a une capsule, 2 capsules, etc. puisque ça correspond au livre. Alors, donc du coup, j'ai fait mon intro, comme ça, je synchronise tout le monde. C'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas présentes lors des précédents webinaires. Donc comme ça, on est tous au même niveau d'information, n'est-ce pas? OK? Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, du coup, juste me resynchroniser avec vous. Voilà, les nouveaux, vous m'entendez bien, vous avez l'image, le son et tout. Si c'est le cas, faites-moi juste un petit coucou sur le chat. Et donc du coup, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, on va reprendre à G, donc les conditions. C'est-à-dire qu'on a vu les variables, comment gérer du texte. Merci Séverine. On a vu les variables, comment gérer du texte, les listes, les tuples, l'univers graphique avec Turtle. Tout ça, c'est enregistré dans les webinaires ou sinon, encore une fois, vous l'avez ici directement en créant un compte et puis vous allez pouvoir visualiser les vidéos. Et là, on commence à G, donc les conditions. Donc rappelez-vous, surtout pour ceux qui débutent en Python, tout est une question de syntaxe. C'est tout. Faire des conditions, c'est pas compliqué. C'est si, alors, et d'un langage à un autre, eh bien, c'est la syntaxe qui va jouer. D'accord? Donc, il n'y a rien de difficile. Si, alors, en plus, on est entre personnes qui font des sciences et des mathématiques. Une condition, c'est de la logique. Il faut simplement l'implémenter, il faut respecter la syntaxe. Maintenant, il va y avoir des subtilités, c'est bien de pratiquer, et c'est bien aussi de savoir quel genre d'exercice on peut faire. Donc voilà, donc premier petit exercice, tu veux que ton programme vérifie si un nombre donné est positif. Voilà, donc un nombre, si nombre supérieur à 0, voilà, print, le nombre est positif. Voilà, quelle est la condition vérifiée par le programme, est-elle remplie? Que se passe-t-il si tu le testes dans l'espace de programmation d'Evoluliquid? Donc ici, voilà, et avec la valeur moins 26, que se passe-t-il? Voilà, ok, très bien. Donc on va commencer rapide. On va écrire if, on va écrire nombre égale 26. D'abord, nombre est égal à 26. Donc je ne reviens pas là-dessus, déclaration d'une variable. On met variable, et là je vais agrandir parce que je pense que vous ne voyez pas. Donc du coup, bim, voilà, full screen. Donc là, je zoome. Voilà, super. Hop là, je m'arrête là. Donc nombre égale 26. Très bien. Rapide. Donc là, if. OK. Donc là, est-ce que je mets des parenthèses? Est-ce que je mets if nombre supérieur à 0? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Après, je mets 2 points. Et là, je retourne à in. Et ici, j'ai quoi? J'ai une tabulation. Et c'est ça le plus important dans la syntaxe. On a la tabulation ici. Si j'arrive ici, j'appuie sur tab et j'arrive ici. Donc là, je vais faire print et je vais mettre ici nombre. Voilà, le nombre est positif. Le nombre est
positif. On met les guillemets parce qu'on l'a déjà vu dans le webinaire 1. Donc ça, a priori, je n'ai pas besoin des parenthèses. Voilà. Ici, ça fonctionne. Donc j'enlève les parenthèses. Hop. Hop. Et là, vous voyez, ça fonctionne toujours. Alors là, je vais mettre 3 petits points pour que vous compreniez que ça fonctionne. Hop. Là, et là, vous voyez, les points sont bien arrivés. Donc du coup, la syntaxe, c'est ça. Il n'y a pas besoin de mettre des parenthèses. La condition, elle est là. C'est le 2 points qui fait le alors. On n'écrit pas then, T-H-E-N. Il n'y a pas besoin. Et l'instruction qui est en dessous du if, qui est exécutée si la condition est remplie, qui est là, elle est gérée simplement par une tabulation. C'est ça qui est magique avec le Python, c'est que c'est plus simple. Alors, par exemple, je vous donne un exemple pour vous montrer vraiment d'un langage à l'autre, c'est différent. En langage C, ça s'écrit comme ça. En langage C, C++, Java, ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc c'est un peu plus lourd. Voilà, on doit l'écrire comme ça. Voilà. Et encore, d'ailleurs, oui, d'ailleurs, pas ça. Et donc, du coup, vous avez là ici la condition, et donc vous avez une syntaxe qui est beaucoup plus lourde. Donc là, ça va pas marcher. C'est pas comme ça qu'on fait du Python. Là, pareil, bah, il ne sait pas ce que c'est ça, donc il faut simplement une tabulation, et c'est réglé. Voilà. Donc là, hop là, voilà, ça fonctionne. Alors, l'espace de programmation d'Evolutkit, c'est pas ce qui vous permet à vous de rapidement en fait travailler, mais c'est pas le but. D'accord? Donc du coup, ce que je viens de faire, ce qui est le plus intéressant, c'est de travailler sur EduPython. OK? Ou sur un autre, oui, indentation, c'est ça. Donc la tabulation, c'est l'indentation. Donc merci Henri. Donc là, le plus important, c'est de travailler en fait sur en fait vous savez, ici, un IDE, un environnement de développement intégré. OK? Donc ici, bon, ça c'est le dernier programme qu'on avait fait la dernière fois, vous voyez, 16 mars 2022. J'avais terminé ici, j'avais parlé quand même des fonctions. C'était mon dernier propos pour introduire ce webinaire-là, justement, je vais en parler aujourd'hui. Et on avait très rapidement parlé du coup des boucles en fait. Et donc du coup, en fait, c'est plutôt notre propos d'aujourd'hui puisqu'on va développer là-dessus. Donc du coup, je reprends le if ici. Si je fais if, et même je vais plutôt créer un nouveau fichier. Je fais un nouveau module Python. Voilà. Donc là, vous voyez, il est arrivé ici. Donc je vais faire if, je vais faire donc nombre égal à 26. OK. Et là, je vais zoomer. Là, et là, je vais faire if. Encore une fois, j'ai pas besoin de ça. Nombre supérieur à 0. Voilà. OK. Là, je vais faire print. Tout simplement. Hop. Et là, je vais faire nombre. Le nombre est positif. Hop là. Alors là, vous voyez, il y a marqué le nombre est positif juste là. Je vais zoomer. Juste avant, j'avais fait un code avec une suite. Juste avant, j'avais fait un code avec une suite. Voilà. Donc, du coup, très simple. OK. Maintenant, l'idée, bon, on va les faire tous rapidement. Donc, ensuite, donc là, je suis en I. Voilà, G. Donc, très bien. Si je mets moins 26, il se passe quoi? Ce qui permet, donc si je mets ici moins 26, qu'est-ce qui va se passer? Hop là. Ah, il ne se passe rien. Ah, c'est normal, en fait, la condition n'est pas remplie. Du coup, je ne rentre pas là-dedans. Et du coup, bah, le code est terminé, donc j'ai rien à afficher, ce qui est tout à fait normal. OK, bah, donc du coup, il faut que je gère ça. Donc, je vais créer une alternative. OK? Donc là, en l'occurrence, la réponse, c'est que, bah, que se passe-t-il? Il ne se passe rien. Voilà. C'est un bon exercice pour un débutant. Voilà, il va se poser des questions. Et du coup, l'idée, c'est de gérer l'alternative. Bah, c'est pas grave, on va mettre un else. Voilà. Donc, on va rajouter ça. Très bien. Donc là, on va mettre else. En même temps, on apprend la syntaxe. Donc, else quoi? Donc, else, ici, 2 points, je vais à la ligne, tabulation. OK, je fais une tabulation. D'accord? Donc, quand je dis je fais une tabulation, c'est-à-dire j'appuie sur tab.
Mais ça s'appelle une indentation. Okay, donc là, je fais print, hop, le nombre est négatif. OK, et donc du coup, je relance. OK, hop. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Le nombre est négatif. Et là, tout à l'heure, il n'y avait rien. C'est normal parce que tout à l'heure, l'alternative à cette condition qui n'était pas remplie était inexistante. Maintenant, on offre une alternative, puisque ici, le nombre n'est plus positif, il est négatif. Donc, s'il n'est pas positif, il est négatif. Ah, mais est-ce que c'est vrai ça? Il peut être égal à 0. Donc, si je mets 0, alors, strict supérieur à 0. Donc là, supérieur, alors, si nombre supérieur à 0. Est-ce que 0, c'est supérieur à 0? Ah non, donc il va dans le else. Ah oui, mais du coup, 0, c'est 0, c'est pas supérieur à 0, parce que j'ai pas mis supérieur à égal. Donc ça, c'est pas rempli. Donc il va dans le else. Ah, OK. Ouais, mais il est pas négatif, il est égal à 0. Ah bah zut. Ah bah non, zut, c'est pas bon. Donc c'est pas vrai. Donc il faut le gérer. Donc encore une autre manière de le gérer. OK. Donc du coup, bah, on va regarder cette manière-là. Donc là, du coup, bah, je réponds à ces réponses-là. Donc vous voyez, hein, qu'affiche le programme. Et quand tu affectes la valeur -26 à un nombre, là, qu'affiche le programme quand tu affectes 0. Qu'en penses-tu? Très bien, super. Oui, hein, les exercices, ils sont faits de manière à un petit peu à faire réfléchir les élèves. Et bien là, du coup, effectivement, on va gérer explicitement les conditions. Donc là, il y a supérieur à 0, il y a inférieur à 0, et là, il y a le else. Et du coup, quand vous faites une alternative double, il y a le elif. C'est quand on fait une alternative avec une autre condition. Et le else, c'est quand on fait une alternative par défaut. OK? Donc là, du coup, je reprends. Donc là, je ne vais pas faire une alternative par défaut parce que j'ai plusieurs cas à gérer. Donc je fais elif. Avec, dans ça, si je vais elif, il faut que je précise une nouvelle condition. Inférieure à 0. OK? Et là, je vais mettre une alternative par défaut, une alternative finale. OK? Donc là, je vais mettre else, là, 2 points. Et là, je vais mettre print. Dans ce cas-là, si c'est ni positif ni négatif, je vais mettre le nombre est nul. OK, maintenant je laisse à 0. On va voir ce qui se passe. Et voilà, effectivement, je tombe bien là-dessus et j'ai bien géré tous mes cas. Donc si je réessaye, si je mets -26, OK, voilà, donc là c'est bien négatif. Et si je mets 26, évidemment, ça va mettre positif. Voilà, donc là, vous voyez, avec peu de cas, on a géré en fait vraiment voilà, cette partie condition. OK? Donc là, maintenant, hop là, je vous fais rentrer monsieur Haït Abbas. Voilà. Encore une fois, bonsoir, j'ai accepté quelques nouveaux dans les 5 dernières minutes, hein. Bonsoir à vous tous, hein. Donc très heureux de vous accueillir, hein. Je suis content d'être avec vous ce soir pour animer ce webinaire. Donc on vient après à peu près 10 minutes où j'ai représenté un peu bah voilà, les conditions de ce webinaire, j'ai commencé. Et puis ne vous inquiétez pas, si vous revisualisez le début, vous allez comprendre et vous allez pouvoir récupérer des ressources un petit peu partout, donc sur la rediff de la chaîne YouTube Hachette, Evoluliquide, et sur la page que j'ai partagée. Donc voilà pour les conditions. C'est pas compliqué, hein, mais en fait, c'est une histoire, comme je vous l'ai dit, de syntaxe. Donc, faut pas vraiment pas s'inquiéter. Il y a des petits mémos ici qui vous expliquent, hein, ici, les choses. Et en fait, là, on va aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin. C'est qu'on va combiner les conditions. Voilà. Donc ici, vous voyez, lorsque la condition définie par if n'est pas remplie, le programme ne fait rien, sauf si tu ajoutes else, elif, else, voilà, c'est ce qu'on vient de voir, c'est pas très compliqué. Allez, on continue. Cet exercice, il est marrant, c'est cool. Donc on a deux conditions, on va gérer le OR et le AND. Bon, c'est de la logique, c'est de la logique booléenne. Ça marche? Donc du coup, un manège est réservé aux personnes de plus de 14 ans et mesurant plus de 1,50 m. OK, Elio est grand pour son âge, il a 13 ans, mais il mesure 1,65 m. Peut-il monter dans le manège? OK, bah là, on répond qualitativement, d'accord? N'oubliez pas, hein, j'ai un programme. Ce que je fais là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis ni plus ni moins en train de suivre en fait GHJ parce que c'est le programme du webinaire, d'accord? Encore une fois, pour les nouveaux, ça, vous allez pouvoir le retrouver. Donc là, je suis non, je suis pas encore voilà, je suis au G. Voilà, je suis à la fin du G. Ici, vous avez les réponses en vidéo.
Voilà, voici un programme. Encore, là, je suis là, un manège est réservé aux personnes. Vous voyez là, vous avez tout ici, hein. Et là, ici, vous allez avoir vraiment la vidéo de la 6 minutes 55 où j'explique et tout. OK, donc là, voilà, etc. Donc, on va corriger ça. Ça marche? OK, on continue donc du coup. Donc Elio, il est grand pour son âge, il a 13 ans, OK? Mais il mesure. Voilà. Mais là, quand on voit un manège est réservé aux personnes de plus de 14 ans ou mesurant plus de 1,50 m. Donc, est-ce qu'il va pouvoir monter un manège? Bah oui, parce que c'est où. Mais comment ça s'implémente? Bah, on l'a vu, c'est pas compliqué, c'est if else. Et là, on a deux conditions et on met un or. Or en anglais qui veut dire où. Voilà, tout simplement. OK, bon, on le fait vite fait, très très rapidement. Est-ce que je vais pouvoir gagner du temps là en copiant ça? Hop, je pense pas. Mais sur du PDF. OK, OK, bam bam. Bon, je teste devant vous, hein, sinon je vais l'écrire. Ah, je peux pas. Donc c'est pas grave. Hop là, je vais mettre ici. Bim, bim. Hop là, ça va aller vite. Hop. OK. Donc là, tout ça, je le prends. OK. Je vais dans édition. OK. Je vais dans édition, code source. Et je fais pas indent, je fais ajouter en commentaire. Indent, ça me permet d'indenter à gauche ou de désindenter à droite. Là, si je fais ça, vous voyez, il me fait une tabulation. Ça permet des fois de bien ranger son code. Et ici, je vais unindenter, je vais le ramener. Moi, je veux juste le passer en commentaire parce qu'on vient de le faire. Donc, je mets attaché en commentaire, c'est bon, c'est en commentaire. Donc là, j'enchaîne, hop là. Donc là, je vais faire age est égal à 11. OK, rapidement. Taille est égale à 155. Très bien. Là, je fais if age supérieur à 14, or taille supérieure à 1,50 m. OK, donc là, 2 points, ça ne change pas. À la ligne, tabulation, vous voyez, quand je fais entrée, il arrive directement. Donc là, je fais print. Hop là, je mets mes guillemets. Donc là, je fais tu peux y aller. Vous voyez, les exercices ils sont pensés aussi pour parler aux jeunes. Hein. C'était le but aussi, c'est que ça allait, bon, c'est qu'on soit un minimum attractif. Donc là, les exercices, ils sont un petit peu repensés pour être un peu acceptés, compris par les jeunes et leur langage. On parle de réseaux sociaux, on parle de cinéma, on va parler d'environnement, d'applications, on va parler du nombre d'abonnés Snapchat qui va augmenter dans le temps, et on va parler de statistiques, etc., etc. Donc c'est un petit peu le délire, hein, c'est un petit peu l'approche qui a été choisie. Alors, donc du coup, OK. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Ici, est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que vous voulez que je réexplique? Voilà, tu peux y aller. Donc oui, hein, parce qu'il y a, il y a il y a un or. Donc comme je l'ai dit, il va venir. Il va rentrer. OK, donc là, qu'affiche-t-on pour Anne, 15 ans, 1,55 m? Bah là, j'ai juste à mettre 15 et 1,55 m. Donc pareil, elle va pouvoir y aller. OK. Or, âge 15, or, taille. Oust minus, pourquoi il a mis oust minus? If, or, taille 1,55 m. Ah oui, non, oui. Ah, mais non, pourquoi j'ai. Ah bah oui, non. C'est pas là qu'il faut que je le change. Donc là, c'était 1,50 m. Et donc là, elle a fait la même taille que. Elle faisait la même taille que lui. Ah oui. Donc là, 1,50 m. Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, lui, il faisait 1,65 m. Donc lui, il faisait 1,65 m. Donc lui, ça passait. Évidemment, donc lui, il avait 13 ans, 1,65 m. Il était très grand, c'est ce qu'on a dit. Donc lui, ça passait. Voilà. Donc là, tu peux y aller. Donc il y a marqué ici, tu peux y aller. Ensuite, elle a 15 ans et 1,55 m. Donc 15 ans, 1,55 m. Donc ça a toujours passé. Ici. Ah non, c'est. Oh là là, c'est pas ici qu'il faut que je touche. C'est les conditions, c'est. Les conditions, c'est 13. Donc ça, je ne le touche pas. C'est mes variables qu'il faut que je touche, évidemment. Donc c'est intéressant. Hein. Je vais un petit peu vite ici. Vous voyez, là, je touche les conditions. Non, la condition, ici, c'est la condition de l'énoncé. L'énoncé dit un manège est réservé aux personnes de plus de 14 ans ou mesurant 1,50 m. Donc mon 14, je ne le touche pas, c'est ma condition. Pourquoi je touche ici? Donc lui, maintenant, il a quel âge? Il a 13 ans. Donc il est 13 ans et il mesurait 1,65 m. Voilà. OK. Donc là, je rentre. Donc là, il dit, tu peux y aller. Maintenant, si je veux passer à un autre enfant,
c'est dans mes variables que je touche. C'est pas ici, puisque là, mes variables, vous l'avez compris, c'est web binaire numéro 1. Merci, Juvateni, c'est ce que je suis en train de corriger. Donc là, les conditions, on ne les touche pas, parce que ça, c'est en dur. Ce sont des conditions de l'énoncé. D'ailleurs, je peux mettre, regardez, je peux mettre condition underscore âge est égal à 14. Et là, je mets condition underscore taille est égal en centimètres à 150. Et là, je mets si âge supérieur à condition, voilà, au lieu de mettre 14, ou voilà, on va un petit peu adapter pour être cohérent. Si taille, voilà. Comme ça, si mes conditions changent, je change les conditions. Et là, je change les personnes. Donc là, je vais mettre ici, on peut même aller plus loin. Regardez, on va faire âge de Elliott. Donc âge underscore Elio. Et là, je vais mettre taille underscore Elio. Voilà, donc comme ça, je ne le touche plus. Voilà, OK. Et après, ici, je vais mettre âge underscore Anne. Là, hop là, Anne. Comme ça, j'apporte beaucoup de clarté sur ce que je fais. Et ici, voilà, Anne. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Donc, Anne, elle a 15 ans et 1,55 m. Voilà, c'est marqué ici. 15 ans et 1,55 m. Et là, c'est beaucoup plus clair. Voilà, donc là, je commence avec notre petit Elio. Donc là, c'est H. Du coup, là, il faut que je mette Elio parce que regardez la preuve, si je ne mets pas Elio, il va me dire erreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est âge. C'est normal, je viens de les renommer. Donc je vais mettre âge underscore Elio supérieur à condition âge. Donc ça, c'est la condition du manège. Et la taille underscore Elio supérieur à condition taille. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu plus formalisé mon exercice au lieu d'agir sur des variables en dur. OK, voilà, là, je fais ça. OK, super. OK, très bien. Donc là, maintenant, je peux relancer. Et là, il va me dire quoi? Voilà, tu peux y aller. C'est ce qu'on a fait. Donc, ça ne change pas. On est toujours à Elio. On va passer à Anne. Pour passer à Anne, j'ai juste à faire ça. Anne, ici Anne. Et là, c'est la taille de Anne. Voilà. Pareil, rien de compliqué. Hop là. Et là, il dit aussi, tu peux y aller. Très bien. Alors, regardez bien maintenant. L'année suivante, donc c'est bien parce que là, ça va être intéressant. L'année suivante, le propriétaire du manège a changé, je vais mettre en grand. L'année suivante, le propriétaire du manège a changé et le règlement aussi. Le propriétaire a changé. C'est plus le même proprio, c'est plus la même personne en fait qui possède le manège. Il faut à la fois avoir plus de 14 ans et une taille supérieure à 1,50 m. Elio a maintenant 14 ans. Peut-il monter dans le manège? Alors là, il faut à la fois. Donc à la fois, ça va se traduire par un and. Mais en même temps, ici, les conditions ont changé. Alors ici, les conditions, elles sont là. Donc âge égale 14, toujours, c'est bon. Donc par rapport à ça, donc il dit 14, 14. Donc là, je ne change rien. Et là, c'était bien 14. 14, 1,50 m. Et là, c'est 14, 1,50 m. Mais c'est juste le à la fois. Donc pour l'instant, il n'y a que le and qui change. Elio, il a 14 ans. Est-ce qu'il peut monter dans le manège? Bah, déjà, il faisait 1,65 m. Donc a priori, c'est bon. 13 ans, c'était pas grave parce que c'était soit supérieur à 14, soit 1,65 m. Mais là, Elio, il a 14 ans, donc c'est pas supérieur ou égal. Donc on va voir si ça va passer. Donc là, du coup, Elio, bah, il a gagné un hop là, et on va voir si ça passe. Donc là, on dit, tu peux y aller. Alors, c'est normal parce que là, on est toujours sur Anne. Donc je vais repasser sur Elio. Là, je repasse sur Elio. Et voilà, et là, normalement, et voilà. Là, il ne peut plus faire le manège, vous voyez. OK, donc là, ce qu'on vient d'apprendre, je ne vais pas m'attarder dessus, vous avez compris par rapport à tout à l'heure, c'est le AND, OK? C'est juste le AND et le OR. Donc ce qu'on a vu, c'est les conditions, la syntaxe de la condition,
l'indentation avec le 2 points, le if, elif, else. Je répète, if, elif, else. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, d'accord? Le if, elif, else qui est là. Donc, if, elif, else. Ensuite, on a vu encore les variables pour du coup, pour faire la distinction entre ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y avait à droite de notre condition. Tout ça, c'est une condition. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que âge Helios supérieur à condition âge est vrai ou faux? Ça, c'est une assertion. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et là, on a de la logique booléenne. Donc là, on a un « et » entre deux assertions, deux valeurs de vérité différentes. Ça, c'est vrai et ça, c'est vrai. Alors, le « et » donnera du vrai. Si ça, c'est vrai et ça, c'est faux, alors le « et » donnera du faux, alors que le « or » donnera du vrai. OK, c'est la table de vérité du « et » et du « ou » en logique booléenne. Ça, c'est clair pour vous, table de vérité, logique booléenne, je pense que c'est bon. OK, donc je vais pas terminer l'exercice pour qu'on puisse continuer, mais je vous le dis, et puis de toute façon, vous aurez la correction dans la plateforme. Voilà. Donc là, qu'affiche-t-on pour Anne qui a 16 ans et 1,55 m? Elle va passer. Lui, Ryan, il a 13 ans et 1,55 m, ça ne passera pas. Parce que cette condition ne sera pas remplie. Pourra pas faire. OK, donc on a fait le G. On va faire un défi du H. Alors le H, en fait, l'idée, c'est de parler des boucles. Pour parler des boucles, on commence avec des listes. Mais les listes, vous les avez déjà vues dans le webinaire précédent, d'accord? Donc pour créer des listes, donc là, simplifie tes programmes avec les boucles for. Dans l'espace de programmation évolutive, recopie le programme pour afficher la liste des courses. Donc liste est égale, rappelez-vous la syntaxe rappelez-vous de la syntaxe des listes, c'est égal crochet, donc c'est un crochet ici, ok? Donc ici, crochet ouvrant, crochet fermant, on met des virgules, et là c'est une liste de chaînes de caractères, donc on met soit des guillemets, soit des apostrophes, ok? Donc ça c'est déjà vu dans le webinaire. Ce qui est intéressant, c'est le for i in liste course. Et là c'est très puissant par rapport au langage C, C++ et Java, c'est que on va pouvoir, au-delà de l'indexation d'un élément dans une liste, utiliser la liste comme support de l'indexation. Je répète ce que je viens de dire. Lorsqu'on on utilise un tableau ou une liste en C ou en C++, en fait, le tableau, il est indexable. Par exemple, un tableau de 4 caractères, le premier, son index, c'est 0. Le deuxième, c'est 1, etc. C'est comme dans une queue de supermarché. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc, si je dis au deuxième dans la queue de la caisse, vous pouvez lever la main, il va lever la main parce qu'il va regarder, il va dire, ah, c'est moi le deuxième, en fait. Donc, il va se repérer par rapport à son index. En fait, je suis obligé d'utiliser je vais vous l'illustrer, je suis obligé d'utiliser du coup un index en nombre entier pour repérer des éléments dans un tableau en C, en C++. Alors qu'en Python, je n'ai pas besoin de dire for i de 0 à 2, parcours la liste. De 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je n'ai pas besoin de dire pour i de 0 à 8, parcours la liste. Je dis carrément for i in list. Je veux dire, pour les éléments de la liste, directement, sans parler de l'index. Pour les éléments de la liste, print l'élément. Voilà. Et donc, du coup, l'index n'est plus un sujet parce que je dis pour les éléments de la liste et non pas pour, à l'intérieur des éléments de la liste, de celui qui est à l'index 1, montre-toi. Là, je dis pour les éléments de la liste, c'est-à-dire vous qui êtes dans la liste, montrez-vous directement. Voilà. Donc, sans boucle, le programme serait, donc voilà. Ce qui est bien, c'est de savoir, donc le for va vous servir à parcourir la liste. Donc ça, on va le faire très rapidement. Je vais vous réillustrer ce que je viens de dire. Donc maintenant, je vais créer une liste. Je ne vais pas créer forcément la liste directement. Liste course, voilà. Égale, crochet ouvert, conformant. Je mets virgule, 1, 2, 3, 4. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Apostrophe, ici, apostrophe, 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 apostrophe. Donc là, je vais acheter du pain. Ici, je vais acheter du chocolat, parce que j'adore ça. Ici, je vais acheter de la glace, OK. Avec, on va mettre 1. Ici, je vais acheter des œufs.
C'est pas un régime sans sel anti-cholestérol. Hein. Ouais. Bon, allez, on va continuer dans le cholestérol. Je vais mettre du fromage. Alors, donc du coup, là, vous voyez, en langage C, on va faire, voilà, i est égal à 0. Et on va dire for. Donc, je vais l'écrire en langage pour i allant de 0, voilà, jusqu'à donc 0, 1, 2, 3, 4, donc jusqu'à 4. Voilà. I plus, donc après je me déplace j'itère si vous voulez. Je l'aurais écrit comme ça, donc en langage C, C++. Bien là. Ne soyez pas gênés hein, si je dis langage C, C++, si vous ne savez pas ce que je dis, parce que mon propos, c'est de vous expliquer que l'index n'est pas un sujet en Python. Donc là, j'aurais dit print, regardez bien, print, j'aurais fait ça, donc liste course de crochet i. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'aurais utilisé un entier qui n'a aucune attache, aucun lien en fait avec la liste des courses, qui a un lien que ce que l'être humain veut donner. C'est-à-dire que moi, je sais que fromage que en 0, à la première place, il y a un élément. Je sais qu'à la deuxième place, il y a un élément. Et donc, du coup, je vais utiliser un index et je vais adresser la liste en lui précisant l'index, d'accord, ici, pour pouvoir le faire. OK? Donc là, c'est une manière de faire. Et donc, ça me gêne parce que je dois vraiment garder l'index en tête. En Python, il y a une autre manière de le faire qui va être comme ça. Donc, for, ici, bah, tiens, Henri a proposé quelque chose. Donc, for i in range. Et donc là, ce qui est bien, c'est que avec cette manière-là, donc range de len, donc de la longueur, et là, on va mettre l'objet de ça. On va garder justement, on va garder le lien. Print. Print, donc c'est une liste, on va regarder le print, liste course de i. Liste i, ça marche. Alors, for i in, hop. Ok, donc là, vous voyez, là, il y a une évolution par rapport au code précédent, c'est qu'au lieu de me dire, tiens, la liste, elle a 5 éléments, je vais de 0 à 4, alors là, je vais de 0 à, pas à 4, à la longueur de la liste. Donc du coup, je mets longueur de la liste. Donc déjà, c'est un petit peu mieux. J'ai pas à me dire, ah bah tiens, la liste, elle fait tant, il faut que je mette 4. Parce que si demain, la liste, elle change, si juste après, je fais, voilà, je fais ça, beurre, hein, on reste dans le cholestérol. Hein. Donc si je fais ça, mon code précédent de 0 à 4, il ne marche plus. Et je ne vais pas le voir, cet ingrédient-là. Donc du coup, ce n'est pas bon. Alors qu'avec le code là, que Henri propose, c'est très bien, Henri, merci. Donc si je vais de i à la longueur de la liste, elle peut changer. Ça ne m'impacte pas, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, il y a encore un niveau de clarté au-dessus, qui est cool là, au-dessus là, regardez. C'est for i in list course. Donc là, ça y est, là, j'ai plié le game. En fait, tout est transparent pour moi. Je ne m'intéresse même pas à l'index. Donc c'est for i in list course, carrément. Et là, je fais print i. Donc je ne fais même pas print list course de i. Je fais print i. Parce que i, c'est quoi? Donc ça, je vais le mettre en... Je vais le mettre hop là. Voilà. Et donc là, hop là. Et là, donc là, hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Missing parenthesis. Ah oui. Print. Et là, vous allez voir, ça me met bien. Hop là. Ah zut. Et là, regardez. Ça met... Alors, oust minus, c'est quoi ça? C'est ça. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais le remettre en... Je vais le mettre en... Hop là. Je vais le mettre en commentaire. Voilà. Et là, vous voyez, je suis allé encore plus loin dans la formalisation et la tranquillité de la gestion des variables. Et regardez la puissance. C'est que là, le i, c'est toujours un index. En C, c'est un index dur. C'est vraiment un index
Alors après, je peux, en C et en C++, je peux faire ça. Je peux me baser sur ça, sur la longueur d'un tableau. En général, on ne code jamais en décorrélant l'index du tableau, parce que si le tableau il bouge, on est embêté. Donc ça, on peut aussi le faire en C, en C++, en Java. On récupère la taille du tableau et on va de i, de 0 jusqu'à la taille du tableau moins 1. OK, ça on le fait. En Python aussi, on peut le faire, mais en Python, on peut encore aller plus loin. C'est qu'on va décorréler l'index à la structure, on appelle ça le tableau, la liste, le tuple, le dictionnaire, on appelle ça une structure de données. Donc, on va décorréler ça à l'indexation de la structure de données et on va carrément utiliser la structure de données comme support de l'index. C'est elle qui nous donne l'information sur l'index. L'index, on s'en occupe plus en fait. Et là, quand je dis for i in list course, le i in list course, c'est plus un index comme ce i-là. C'est carrément un élément de la liste. Et donc là, du coup, je fais print i et non pas print list course de i. J'ai une question précise. Est-ce que tout le monde a bien compris la différence entre ce code et ce code-là? Vous pouvez répondre par oui ou non, s'il vous plaît, sur le chat. Est-ce que tout le monde a compris la différence entre ce code-là et ce code-là? Oui, ok, super. Oui, ok, super. Donc ça, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Les autres, allez-y pour répondre. Hein, s'il y a des noms, vous me dites, je réexplique. C'est vraiment puissant. C'est OK. Bon, vous avez vu, la syntaxe, c'est pas compliqué. On met un for, on met une condition, on met deux points, on fait une tabulation, on met son instruction. Mais la partie de l'index, et donc là, vous avez dans les mémos plein d'explications là-dessus. Ici, concernant ici les boucles, le range aussi, comment utiliser le range, etc. etc. Voilà. Donc voilà. OK, donc là, sur le hash, on peut mettre des boucles dans des boucles. Là. Lorsqu'on gère des matrices, par exemple, lorsqu'on gère des matrices, on veut parcourir une matrice en ligne et pour chaque ligne, on va parcourir les colonnes, par exemple, ce genre de choses. On a besoin d'indexer les boucles, vous voyez. Donc là, j'ai une boucle qui va s'intéresser à une autre boucle, qui va à l'intérieur pour chaque élément, en fait, parcourir une autre boucle. Donc là, par exemple, for i in list chiffre, print i, et for j in list lettre, print j. À votre avis, alors juste comme ça, dites-moi ce que ça va afficher. Mettez-le moi, je vous laisse un petit exercice, il est 47. Allez, je vous laisse 3 minutes d'analyse. Lisez ce code et dites-moi ce que ça va afficher. Donc for i in list chiffre, print i, for j in list lettre, print j. Est-ce que ça va faire 0, 1, 2, ABC, 3 fois? Est-ce que ça va faire 0, ABC, 1, voilà. Ce genre de truc. Essayez d'analyser ça pour voir si j'ai répété à l'œil nu, là. Et d'ailleurs, c'est la première question. Que va afficher le programme suivant dans l'espace? Quelques petits volontaires sur le chat, mettez quelques réponses pour voir ce que ça... Vous utilisez votre clavier, vous écrivez 0, ABC, 1, enfin, vous mettez ce que vous voulez. Allez, les 47, juste 2 minutes. Petite analyse, petit temps d'analyse. Et après, on va accélérer. On va faire un exercice. On va faire un petit jeu qui est un jeu de devinettes pour accélérer. Parce qu'après, en fait, après donc on va faire 0A, 0B, 02, 1A. Henri, est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes sûr ou pas? On va tester, hein. C'est ni l'un ni l'autre. Bokeh. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est Henri? Est-ce que c'est Claire? Est-ce que c'est Bokeh? Oui, en fait, c'est... Ben, vous avez une question? Alors, en fait, là, regardez. En fait, au moment où vous êtes dans le for i in list chiffre, c'est très intéressant de là, du coup, de regarder ça. Donc là, for i in list chiffre, print i. Donc, je printe quoi dans liste chiffre? Je printe 0. Mais ensuite, à ce 0-là, je vais faire toute la boucle en entier parce qu'elle est là. Elle est à l'intérieur de l'indentation. Donc, pour j
in liste lettre, je vais printer J, in liste lettre, donc 3 fois, donc ça va faire 0, A, B, C. Ensuite, j'aurai fini J. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur la première boucle, et je vais faire la seconde instruction de liste chiffres. Donc, après le 0, je vais afficher 1. Donc, je vais afficher 1, et après, je vais refaire ABC. Et ensuite, je vais revenir, je vais afficher 2, et je vais faire ABC. Donc, effectivement, ok, vous aviez raison. Donc, ça fait 0 ABC, ensuite 1 ABC et 2 ABC. Effectivement. Il faut se dérouler l'algorithme en tête. Ok, bah, comme on l'a corrigé, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas l'écrire, sinon on va perdre du temps. Je vais vous proposer un autre exercice. Je vais quand même regarder ce qu'on a après, là, ici. Hop là. Créer des boucles dans des boucles. Donc voilà. Ok. Très bien. Donc là, ici. Alors après, il y a un truc marrant ici. Il y a un truc marrant ici. Celui-là, il est vraiment marrant. Après, ça commence à accélérer. À la bibliothèque de Poudlard, il se passe des événements étranges. Chaque semaine, 3 livres sont volés, mais surtout 65 nouveaux livres apparaissent par magie dans les rayons. Le programme suivant permet de connaître chaque semaine le nombre de livres de la bibliothèque. Livre trouvé égale 25, livre magique égale 65, livre volé égale 3, et livre est égal... Voilà. Et après, du coup, il y a un algorithme. Donc, du coup, livre égale à livre trouvé. Donc, on commence à 25, puisque là, il y a marqué... tac, 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 pour le 25, il est où? Là, donc, non, le 25, c'est notre magique est trouvé. Donc, c'est notre condition initiale. Donc, for semaine in range 1,53. Okay. Alors, pourquoi on va de 1,53? Parce que ça fait 52 semaines. Donc, le nombre de livres, c'est quoi? C'est livre est égal à livre plus livre magique moins livre volé. Pourquoi on écrit livre égal à livre? Parce qu'en fait, en informatique, ça n'a rien à voir avec les mathématiques. En informatique, le égal est une affectation. Ça, il faut bien le comprendre. C'est ce que j'explique au début avec les variables, dans le premier webinaire. Alors, à partir du moment où on a dit ça, le égal étant une affectation, ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite n'est pas la même chose. D'accord? Ce qu'il y a à gauche, ça s'appelle une variable. Ça reçoit. C'est un verbe, si vous voulez. Ce qui est à droite, c'est une valeur. Donc, c'est quoi? C'est de l'eau. L'eau se met dans le verbe. Le contenu se met dans le contenant. Donc, le livre que vous voyez à droite, c'est la valeur qu'il y a dans la variable livre. Et le livre que vous voyez à gauche, c'est la variable livre qui est prêt à recevoir tout ça. C'est-à-dire, livre, ça vaut combien à ce moment-là? Admettons que ça vaut 10. Donc, la livre, ça sera 10. Plus livre magique, bah, ça sera 65. Moins livre volé, bah, ça sera 3. Donc, tout ça, c'est une opération. Et ça va être stocké dans le livre. C'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné de voir livre égal à livre plus livre magique moins livre volé. C'est la première, entre guillemets, difficulté qu'on a, qui se résout très facilement quand on commence la programmation, c'est comprendre ce qu'on appelle le système d'opérande, la left operand et la right operand. Donc l'opérande de gauche, c'est une variable et l'opérande de gauche, c'est une valeur. OK, très bien. Donc après, il y a un print avec le formatage. Et combien y a-t-il de livres au début, au bout d'une semaine, au bout de 52 semaines? Donc exercice très marrant à faire ici, très sympa. Et voilà, et on continue. Donc là, on est avec le i. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que je suis arrivé ici. J'ai glissé. Donc du coup, si je récapitule, donc on était dans le H. Je reviens sur le H. Donc on était sur, ouais, liste des courses, liste des courses. Donc là, c'est pas grave, il y avait le... Voilà, j'avais sauté ça. Et ici, non, mais non, c'est bon, pardon. On n'était pas dans le I, on était bien dans le, ici, dans le H. Donc ici, voilà, Poudlard, on termine avec un fort. Voilà, donc le I est là, et ici, voilà, on termine avec, donc après le for, c'est le while. Donc le while, c'est intéressant de le voir rapidement. Le while, ici, il va faire un tant que, voilà, tant que, tant que la condition est vraie, on va exécuter une, en fait, on va exécuter une condition. Et là, moi, je vais vous mettre ce petit algo, il est important parce que je vais placer mon incrémentation avant et après le print. Vous allez voir qu'il y a une petite différence, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, on fera une fonction et je vous proposerai
un exercice sympa qui est l'exercice de devine un nombre. OK? Voilà. Donc ici, on va faire, voilà, donc on va faire x est égal à 0. On va faire donc du coup while tant que x est inférieur à 5, hop là. On va faire donc print x. Et en fait, x vaut 0, d'accord? Donc du coup, x vaut 0. Donc si je fais ça, ça va s'exécuter à l'infini. Et ça, c'est des erreurs de débutants. C'est qu'en fait, les boucles while, des fois, on oublie de les arrêter. Et ça, c'est gênant d'oublier d'arrêter les boucles while. Parce que du coup, c'est à l'infini. Regardez, je vais la lancer. Vous allez voir, il va y avoir un problème là. Vous voyez là? Ça ne s'arrête pas, regardez. Vous voyez là, dès que j'essaye de sélectionner, ça plonge. Donc c'est vraiment très gênant. Donc vous voyez, ça écrit tout le temps là. Bah oui, parce que tant que x est inférieur à 5, print x. Bah oui, x vaut 0. 0, c'est inférieur à 5. Et là, donc cette condition, elle est infinie. Donc il ne faut pas oublier, lorsqu'on fait une boucle while, de contrôler la condition de sortie, de contrôler l'incrémentation de la variable qui est impliquée dans la condition. Donc tant que x est inférieur à 5, print x, mais x, il change. Bah, x, il devient x plus 1, par exemple. Voilà. Donc si je fais ça, là je vais l'arrêter. Hein. Vous voyez d'ailleurs, il ne s'est jamais arrêté. Pour l'arrêter, faut, voilà, des fois, faut même couper carrément, couper et du Python, parce que c'est un programme qui est en train de tourner. Tu vois, j'appuie là. J'essaie de le forcer, et peut-être qu'il va m'écouter. Bon, je vais faire un espèce de contrôle clavier là-dessus. Là, non. Ah. Ça s'appelle un programme, qui tourne en forever. Alors, je vais essayer de le retrouver ici dans mon IDE. Alors, si je fais ça, ça va être gênant parce que je vais carrément killer, je vais tuer tout le processus et du Python. Donc, est-ce qu'il y a un autre processus PyScript? Ah, je pense pas. Hein. Ah, donc, du coup, je vais être obligé de le killer. Donc, si vous vous retrouvez là-dessus, vous faites CTRL-ALT-SUP, vous arrivez sur le gestionnaire des tâches. Puis vous faites un kill ici. Hein. Vous faites ça, et kill, ça veut dire fin de tâche. Hop là, voilà, il est parti. Tout est parti. Alors, on a oublié de sauvegarder. Pas grave. On va le refaire ici. Voilà, hop là. C'est pas grave, on va le refaire ici. Voilà. Donc ça, je ne le fais pas ici. Hop là. Vous lui avez donné un nom ou pas? Non. On va refaire un petit fichier ici. Il est 18h57. On va passer à l'exercice. Donc je zoome. Voilà. Donc là, je ne refais pas la même erreur. Hein. Je fais x égale à 0. Donc là, je fais while x inférieur à 5. OK. 2 points. Et là, je fais print x. Là, je fais x est égal à x plus 1. Je vous le fais à l'oral. Regardez bien. X vaut 0. Tant que x est inférieur à 5, je print x. Donc, je print 0. Mais ensuite, x, rappelez-vous ce que je viens de dire juste avant, x reçoit, donc x à gauche de l'affectation, c'est une variable. Ça reçoit x qui est une valeur, donc ça vaut quoi? 0. Donc, ça soit 0 plus 1. Donc, cette fois-ci, x est égal à 1. Je reviens ici, je teste la condition. X vaut 1. 1 est inférieur à 5. Donc, c'est bon, j'exécute. Donc, print x, x vaut 1. Donc, après 0, je vais printer 1. Ensuite, x, ici, va recevoir en tant que variable, il va recevoir x qui vaut 1 plus 1, donc 2. Donc, x vaut 2. Donc, je refais mon while. While, x, c'est quoi? C'est 2. C'est 2. 2, c'est inférieur à 5. Oui, c'est inférieur à 5. Donc, du coup, j'affiche. Ici, print 2. Donc, après, j'ai printé 0, 1, 2. Maintenant, x, à gauche de l'affectation, c'est une variable. Ça reçoit quoi? 2 plus, donc ça reçoit x qui est à droite de l'affectation. Donc, ce n'est pas une variable, c'est une valeur. Ça reçoit 2 plus 1, donc 3, etc., etc. 3 est inférieur à 5 jusqu'à ce que j'arrive à 4. Donc, 4, x reçoit 4 plus 1, donc x est égal à 5. Je refais ma condition. 5 est inférieur à 5? Non. 5 n'est pas strictement inférieur à 5. Non, donc je sors. Donc je vais afficher 0, 1, 2, 3, 4, mais pas le 5. OK?
Donc là, je le fais. Hop là. Et là, qu'est-ce qui a marqué? Effectivement, je reçois 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, si j'écris inférieur ou égal, ici, et ben là, je vais bien afficher le 5. Parce que là, du coup, à la fin, 5 est inférieur ou égal à 5, donc je l'affiche. OK, donc rien de compliqué à ce niveau-là. Très bien. On va passer ici à un exercice que j'aime bien, c'est voilà, c'est devine un nombre. OK? Alors on va mixer du coup, on va mixer 2 choses avant de faire les fonctions. On va mixer, les conditions et les boucles. OK? Donc on a parlé du for, on a parlé des conditions. Maintenant, on va faire les conditions avec les boucles et on va revenir sur des choses qu'on a vues avant. C'est-à-dire là, ici, on a quoi? On a les variables et ici, on a les librairies. Alors, je vous commente le programme. Donc là, ici, dans maths, je vais importer étoile. OK. Dans la librairie random, pour choisir un nombre aléatoire, je vais importer rand int. Donc, c'est un nombre aléatoire entier. OK. Jusque-là, pas de souci. Là, je vais déclarer une variable rand. Je l'appelle comme je veux, hein. Donc là, rand, c'est pas une librairie, ça n'a rien à voir avec random et randin. J'aurais pu l'appeler truc. OK. Donc rand, ça va recevoir un nombre aléatoire entre 1 et 100. Parce que la fonction randint que j'ai prise dans la librairie random, lorsque je lui précise en argument 1,100, elle me donne un nombre aléatoire entre 1 et 100. Donc rand, au moment où je lance le programme, il reçoit un nombre aléatoire entre 1 et 100. OK. Ensuite, j'ai deux variables que j'initialise à 0. J'ai nombre choisi à 0 et j'ai CPT à 0. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un programme qui va vous interroger, qui va vous demander un nombre. Et tant que vous n'avez pas trouvé le nombre que l'ordinateur a choisi, donc c'est-à-dire rand, eh bien, vous allez réessayer. Et donc, du coup, l'ordinateur va vous dire si vous êtes trop petit ou trop grand. Et dès que vous allez trouver, il va vous compter votre nombre de coups. On a tous déjà joué à ça quand on était petit. Donc, du coup, c'est simple, hein, je suis avec un ami, je lui dis pense à un nombre entre 1 et 100. Il me dit OK, bon, il a pensé à 57, mais je ne sais pas. Je lui dis 42, il va me dire plus. Je lui dis 65, il va me dire moins. Et après, je vais dire 57, il va me dire bravo. Il va me dire, bah voilà, tu as fait 3 essais. Voilà, c'est exactement ça. Donc, du coup, comment ça se passe? Tant que cette condition n'est pas remplie, donc tant que nombre choisi est différent de rand, je continue à boucler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je t'interroge et je te demande un nombre. Donc là, vous regardez le web binaire numéro 2 pour comprendre ça. Input, ça permet de mettre une petite fenêtre pour rentrer un nombre. Le int, c'est pour faire un cast. Je l'explique. Ensuite, CPT plus 1, j'incrémente le nombre d'essais, c'est tout, hein. Et après, j'affiche le nombre d'essais. Cet algo est plus ou moins coûteux qu'un algo de dichotomie. Là, on fait là. Alors là, Bokeh, vous m'interpellez en fait sur une problématique d'efficacité des algorithmiques. La question ne se pose pas ici parce qu'on n'est pas en train de gérer des algorithmes complexes en ce qu'on appelle en algorithmique, en mathématiques, le taux de n. Le taux, la lettre grecque qui s'écrit avec un gros rond. Taux de n. Donc, le taux de n, c'est le nombre le nombre d'instructions qu'on va comptabiliser pour savoir en fait pour évaluer l'efficacité d'un algorithme et combien de temps il pourrait prendre. Donc là, en fait, on fait juste une boucle avec une condition et on n'a pas de variable qui vient indexer qui vient indexer en fait comment dire, l'efficacité. L'efficacité, c'est qualitatif, mais la difficulté de l'algorithme. Voilà. Donc du coup, regardez ici la condition. La condition, c'est juste une inégalité. Donc on va réessayer, réessayer, réessayer. Donc après, j'ai trois conditions. Et puis à la fin ici, dès que c'est égal, je mets bravo. Et d'ailleurs, en fait, là, quand c'est égal, vous voyez que ça, c'est la négation de cette assertion.
Cette assertion, c'est le contraire de cette assertion. Donc, quand je suis égal, automatiquement, quand je viens tester cette condition, je sors. Et donc, j'ai terminé. Allez, on essaye de jouer. Perd pas de temps. Donc là, je lance. Donc, vous voyez, j'ai ma fenêtre. La fenêtre, elle dit choisis un nombre. Ah bah oui, c'est normal, c'est ce qu'il y a écrit ici. Choisis un nombre. Donc là, l'ordinateur, il a choisi son nombre, hein. Donc, je vais mettre 6. Je fais entrer. Il me dit quoi? C'est trop petit, essaye encore. Et il me remet la box. Pourquoi il me remet la box? Parce que du coup, dès que la box, elle est bloquante. Elle bloque le. C'est un input. Je l'explique dans l'autre webinar. Tant qu'on n'a pas eu une interaction utilisateur, il ne continue pas. OK, donc là, du coup, j'arrête. J'arrête le programme et il attend. J'ai mis 6, il m'a dit trop petit. Je vais mettre 9. C'est entre 1 et 100, hein. Il me dit trop petit. Et là, vous voyez marqué 2 ici. Je ne sais pas si vous le voyez en bas à gauche. Là, à gauche, ici, à gauche, à gauche, à gauche, il y a un petit 2. Donc, choisis un nombre là. Choisis un nombre. Là, je vais mettre 15. Trop petit. Essayez encore. Là, je vais mettre 36. Trop petit. Bon, je vais mettre 98. Trop grand. Donc là, je suis au 5e essai. Donc, je vais agrandir un petit peu ici. Non, je ne peux pas. Ouais, je n'ai pas la main. Je vais mettre 57. Ça se trouve, c'est 57, hein. Trop petit. Bon, entre 57 et 98, vous me proposez un truc, je vous laisse participer. Alors, ça dépend, Henri, la dichotomie. En fait, ça dépend. Ça, c'est par exemple les algorithmes en log de n de tri. Alors, le tri à bulle ou par insertion, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque vous cherchez un nombre dans une tranche, qu'est-ce qu'on fait? En fait, dès qu'on teste une tranche, par exemple, je fais 0,50. S'il me dit qu'il est plus grand, je vais me faire entre 50 et 100, je vais prendre 75. S'il me dit plus petit, je vais regarder entre 50 et 75, je vais mettre au milieu, je vais prendre 67. S'il me dit plus grand, je vais prendre entre 67 et 75. Et là, effectivement, je suis en log de n. D'accord? Donc, du coup, je réponds à Bokeh aussi. Effectivement, je n'avais pas compris peut-être la question. Cet algo est plus ou moins coûteux qu'un algo de dichotomie. Non, en fait, on est en dichotomie là. On est en log de n, effectivement. Donc, c'est pour ça le taux de n, il est égal à log de n. Alors, vous me proposez un 67. OK. Il dit quoi? Trop petit. Il a choisi un nombre. Ah, attends, pourquoi il me le met là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la box a disparu. Il y a un petit bug. Du coup, il me le fait là. Attendez, je vais le relancer. On va le relancer. Qui utilise EduPython? Et est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous aimez bien, etc. Est-ce que vous utilisez d'autres IDE, PyCharm par exemple? Donc là, vous voyez là, j'ai un truc qui me fait penser à la boucle while. Donc là, j'ai dû glisser sur une comment dire, une touche du clavier qui m'a sorti dans les conditions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais killer encore une fois EduPython. Là, je le kill. OK? Et je vais le relancer avec ce que je vous ai montré. Vous allez voir. Là, je vais aller sur PO Estiam. Alors, on arrive à la fin. Il reste 22 minutes. Comme c'est le dernier webinaire, j'avais une petite surprise pour vous. C'est qu'en fait, on va sortir du contexte, scolaire. Donc là, j'ai vraiment traité ce qu'il y avait dans le livre, mais encore une fois, dans le livre, vous allez tout avoir, la partie 1. Encore une fois, vous créez un compte, vous avez accès à toutes mes vidéos. Tout est corrigé. J'ai vraiment pris le soin de faire des vidéos assez structurées. Ce sont des capsules. Et après la partie 2, vous avez 2 ou 3 exercices par chapitre, des chapitres de 10 à 15 exercices qui sont corrigés. Et donc, du coup, avec le manuel en main, hein, que je vous conseille vraiment d'acquérir, vous allez, vous allez avoir un accès à la plateforme, hein, accès gratuit à la plateforme. Donc, vous allez tout retrouver. Et comme c'est le dernier webinaire, j'ai envie de vous emmener sur la partie 3, 4, 5 du livre,
qui est l'escape game, créer un jeu. Donc, je vais vous montrer comment, très rapidement, créer un petit jeu. Sympa. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il me reste 21 minutes, mais je vais commencer voilà, d'ici 4-5 minutes après cette démonstration. Et c'est très sympa parce que du coup, vous pouvez vraiment donner une image de la programmation dans votre matière à vos élèves qui va être sympa, attrayante, détendue. Et puis voilà, puis c'est un peu l'esprit, moi, de mon travail chez Evoluliquid, hein, c'est de vulgariser. Donc, c'est d'amener ces contenus-là de cette manière-là. Voilà. Donc, du coup, je reviens là-dessus. Je l'exécute là. OK, donc il faut bien voir la box ici. Alors, donc, on regarde ici le retour. Alors, attendez, je fais annuler. Là, je zoome ici pour avoir ça. Donc, du coup, comme j'ai fait annuler, j'ai une erreur, ce qui est normal. Allez, donc 26. Alors, trop petit, essaye encore. Je mets le 67 qu'on m'avait proposé. Trop grand. Donc, en 26, 67, directement 55. Trop grand. Allez, 49. Trop grand. 35. Trop petit. 39. Trop petit. Alors, j'avais quoi? 49, 39, 35. On va faire 42. 42 trop petit. 45. Trop grand. Bah voilà, c'est bon, on y est presque. C'est 43, 44. Ah bah voilà, c'est 44. Bim. Et là, à la fin, vous voyez, il me dit bravo, tu as réussi en 10 coups. Donc ça veut bien dire qu'on est tombé dans cette condition et que ça, vous voyez, le programme m'a rendu la main. Donc ça y est, le programme ne tourne plus, c'est fini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, là, vous voyez là, ça là, il m'a rendu la main. Vous voyez, depuis tout à l'heure, là, j'avais commencé là. J'étais dans le... Ah zut, là, j'avais commencé là, j'étais dans le programme. Donc là, je suis dans le programme. À la fin, il me rend la main, donc le programme est fini. Le programme est fini, c'est-à-dire que la boucle, elle ne tourne plus, la boucle là. Je ne suis plus dans la boucle. Pourquoi je ne suis plus dans la boucle? Parce que la condition n'est plus vraie. Le contraire de A différent de B, c'est quoi? C'est A égale B. Donc A égale B, c'est ici. A égale B. Et l'égalité en mathématiques, c'est égal égal. Ne pas confondre avec l'égalité, c'est l'affectation. Je dis ça pour les grands débutants. Voilà. Très bien. Ok, ok, bah, il est 11. Je vais vous amener vers voilà, une autre démo. Une autre démo qui est sympa. Je vous fais la démo, après je vous explique. Ok, donc là, voilà, donc là, je vous fais une démo. Qu'est-ce que j'ai fait là? Vous voyez la fenêtre noire, c'est super intéressant. C'est une fenêtre qui n'est pas une fenêtre Windows. Donc c'est cool. Ok? Pourquoi c'est cool? Parce qu'on crée ce que l'ordinateur nous propose avec, certes, voilà, je vais vous montrer le programme, je vais vous le commenter, avec, oui, avec une bibliothèque, mais aussi c'est cool, pourquoi c'est cool? Parce que, souvenez-vous là, je vous remontre, il est où? Il est où? Je vous remontre du coup la plateforme. Si vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit partie 1, c'est toute la montée en compétences. Partie 2, c'est le programme, première terminale, ok? Donc, première ici, A, B, C, D, E, tout ça c'est première, et il y a marqué suite numérique en première, B, C, D, E, jusqu'à suite numérique en terminale, et tout ça c'est terminale. Donc tout ça c'est dans le livre, encore une fois, que j'ai à la main là. Ah, il est sorti il y a 2 semaines, hein, il est tout neuf, hein, c'est 1 an de travail, hein. Donc là, du coup, là, vous avez le bulletin officiel. Mais c'est quoi, du coup, la partie 3, 4, 5? Je vous l'avais dit, la partie 3, c'est de l'ANABAC. Donc là, j'y vais. Vous allez avoir de l'ANABAC. Tout à l'heure, je ne vous l'avais pas montré. Donc là, vous allez voir, hein. Ici, vous allez trouver l'ANABAC. La partie 4, ici, la partie 4, c'est en fait l'escape game. Et pour faire un escape game, vous allez créer un jeu. Et pour créer un jeu, vous allez en fait créer une scène, un personnage, faire bouger le personnage. Et faire bouger le personnage, c'est maîtriser ou comprendre des choses qui sont pas forcément, enfin qui sont plus liées à Python qu'aux mathématiques. Mais ce qui est marrant pour les élèves et ce qui est intéressant aussi pour les élèves et aussi pour les profs, c'est que pour faire leur jeu, bah, du coup, ils vont se reposer des questions par rapport au programme de maths.
Et regardez comment on a fait les choses. Pour pouvoir faire cet escape game, je vous ai introduit dans chacun des chapitres un exercice qui s'appelle objectif projet. Donc là, vous voyez, dans dérivation, il y a objectif projet. Dans fonction, il y a objectif projet, ici, le 6. Et chaque objectif projet va vous permettre à vous, à vos élèves, de pouvoir évoluer vers la faisabilité de l'escape game. Donc là, j'explique par exemple comment faire bouger un personnage dans une fenêtre. Bah, ça tombe bien parce que je vais terminer cette série de webinaires annuels avec la création d'une fenêtre. Vous allez voir, c'est super marrant. Franchement, c'est trop cool. Donc là, regardez, je vous montre ça. Donc là, j'ai créé une fenêtre. Comment on crée une fenêtre? En fait, ce qu'il faut comprendre en informatique, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Si je veux créer une fenêtre, je ne vais pas, moi, créer une fenêtre et la coder pixel par pixel, etc. Je vais juste utiliser une librairie spéciale qui sait utiliser les ressources de Windows, de Mac, de ce que vous voulez, de Linux, de l'ordinateur pour créer les fenêtres. Parce que Windows ne m'a pas attendu pour créer des fenêtres, regardez. Il s'est créé une fenêtre, là. Ça, c'est une fenêtre, ça, vous voyez? C'est un dossier, c'est une fenêtre. Eh bien, donc, du coup, je vais dire à une librairie qui s'appelle Pygame, eh bien, s'il te plaît, crée une fenêtre. Et lui, il va se débrouiller, c'est complètement transparent pour vous. Vous allez pouvoir faire quoi avec ça? Vous allez pouvoir indiquer le titre et la taille de la fenêtre. Donc là, par exemple, je fais import Pygame. OK? Voilà. Ensuite, j'initialise la librairie. Et là, regardez, j'ai une fonction qui va me dire bah, affiche la fenêtre, display. Ensuite, cette caption, c'est quoi? C'est le titre de la fenêtre. Ma fenêtre achète, liquide par exemple. Et ensuite, je vais lui donner une taille, 980 par 800. OK. Et là, je vais killer ça. Voilà. Bien. Donc là, elle est là, la fenêtre. Donc là, vous voyez, alors que ma fenêtre STM, je vais quitter ça. Voilà. Je vais regarder mon programme. False, false, false. Ouais, c'est normal. Donc là, je vais faire. Voilà. Donc là, je vais dézoomer. Je n'ai pas fini de vous commenter le code. Je m'arrête juste sur ça pour vous montrer le titre. Là, je fais hop. Très bien. Et là, j'ai ici, si vous voyez bien, je ne peux pas zoomer parce que c'est une fenêtre. Il y a marqué ma fenêtre Hachette Evolutive. C'est normal, je viens juste de le mettre ici. La taille 980-800, bah ça, c'est la taille que j'ai là. OK, très bien. OK, je continue. Ensuite, j'ai une boucle. Voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre dans la création de jeu, ce qu'il faut comprendre, et ça, je vous l'explique là, OK, c'est qu'en fait, quand on crée un jeu, il faut qu'on gère ce qu'on appelle les événements. Votre fenêtre ici, eh ben, cette fenêtre-là, ce n'est pas la fenêtre de Windows. C'est vous qui l'avez codée. Si c'est vous qui l'avez codée, c'est à vous de la gérer. Par exemple, quand je viens, que je clique dessus, c'est à vous de coder la détection du clic. Ça s'appelle un événement. Donc, pour pouvoir surveiller un événement, on n'a pas d'autre choix en informatique que faire des boucles infinies. La boucle infinie, c'est comme vous qui êtes réveillé. Quand vous ne dormez pas, vous n'êtes pas sensible à ce qui se passe autour de vous. Mais quand vous dormez, bah, la boucle infinie, c'est quoi? C'est votre attention. Vous êtes attentionné. Quand on vous appelle par votre prénom, appelle, je me retourne. OK? Bah, en fait, pourquoi? Parce qu'à tout moment, j'entends ce qui se passe. Bah, c'est la même chose. Là, je vais faire un while true pour tourner tout le temps et me dire qu'est-ce qui peut se passer sur ma fenêtre? Peut-être que quelqu'un va cliquer. Je ne peux pas savoir. Quand quelqu'un va cliquer ou quand quelqu'un va appuyer sur les touches gauche, droite, en haut, en bas pour faire avancer un personnage. Donc, je suis obligé de le surveiller. Donc, ça se fait par des systèmes de boucle infinie. Donc, ensuite, vous avez compris, c'est peut-être pas lisible pour vous maintenant, mais retenez que c'est simplement des boucles qui vont détecter des événements. Donc, on a vu les boucles. Donc, while continue. Ça, c'est pour redessiner ce qu'il y a à l'intérieur.
Et là, c'est for event in Pygame event. Je vous ai parlé d'événements. Et là, regardez simplement ce qui a marqué là. K right, K left. Et là, il y a marqué Pygame kit. Le kit, c'est quoi? C'est la croix qui est en haut. Là, maintenant, le Pygame kit, ici, il ne marche pas, regardez. Quand j'appuie là, ça ne marche pas. Parce que, même si j'arrive à détecter ici l'événement de kit, je n'ai pas ici de code qui fonctionne. Bon, là, j'ai mis var égale 2, c'est simplement, si vous voulez, en fait, une variable, quoi. Mais d'ailleurs, tiens, on va faire un test. Je peux faire print var, par exemple. Voilà. Donc ici, hop là, j'arrive à... Ah, je reprends ma fenêtre ici. Et là, vous voyez, quand j'appuie sur la clé, sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Il y a le 2 qui apparaît. Ben, voilà, ça veut dire qu'en fait, j'arrive à détecter ici que j'appuie sur la croix. Et qu'est-ce que je fais? J'affiche 2. Mais en fait, quand j'appuie sur la croix, je peux décider de quitter la fenêtre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait Pygame quitte. Et on arrête la boucle. Donc le continue, le while true, on fait while false. Donc on change ce qu'on appelle le flag, le drapeau, à false. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est en fait faire un continue false et un Pygame kit quand j'appuie sur la flèche de droite ou quand j'appuie sur la flèche de gauche. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, j'appuie. Alors là, le programme, je ne l'ai pas relancé et j'ai décommenté ça. Donc là, normalement, ça ne fonctionne pas. Zut. Ça ne fonctionne toujours pas. La preuve, ça fiche 2. Par contre, quand j'appuie sur la flèche de gauche ou de droite, c'est ce que je vais faire maintenant, la fenêtre disparaît. Maintenant que mon code a été modifié ici, je vais relancer ici mon code. Je vais le refaire devant vous cette fois-ci. Je ne vais pas appuyer sur la flèche de gauche ou de droite, je vais appuyer sur la croix. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, hop là, et là ça fonctionne. OK? Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un niveau un peu plus élevé sur un deuxième bout de code. Donc c'est le même, mais il est un peu plus avancé. Donc rappelez-vous, je fais import Pygame. Je fais Pygame init. Je fais Pygame display, je mets ici le jeu, le titre. Je mets Pygame display set mode, je mets la taille. Et là, j'ai ma boucle ici. Mais entre les deux, j'ai un peu plus de code. Qu'est-ce qui se passe? Il est là. Qu'est-ce que je fais? Là, je fais Pygame surface, écran get size. Qu'est-ce que je fais? Je récupère la taille de l'écran et je crée une fenêtre de la taille de cet écran. Ce code, il est fourni pour faire la partie 4 et 5 du projet. Okay, et là, je fais fil, fond.fil, je mets en fait un code couleur RGB. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est juste la nouveauté de l'information. Mais c'est pas compliqué à coder, si vous voulez. Je ne cherche pas à minimiser, hein, mais je veux dire, si vous ne connaissez pas le RGB et que je vous dis, bah, ça, c'est un code couleur RGB, vous allez dire, waouh, qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, quand vous allez découvrir ce que c'est un code couleur RGB, RVB, donc les profs de physique connaissent, vous allez dire, ah ok, d'accord, bah, c'est juste un code pour indiquer le rouge, le vert et le bleu, ce qui va me donner une couleur. Ok, donc ensuite, je mets une image, donc là je fais image load avec un fichier PNG, ok, et puis je la place à un certain endroit, et là j'arrive, donc il y a juste ça en plus, hein, il y a la couleur du fond et le placement d'une image. Ensuite, ça je vous l'ai expliqué, c'est pour quitter, ok, je quitte, ok, et là, je vais juste jouer sur les coordonnées de l'image du robot qui est là. Donc ça, c'est robot image, vous allez comprendre tout de suite. Je l'ai placé en 450-200, mais tout à l'heure, contrairement à mon code de tout à l'heure où avec left et right, je faisais un Pygame kit, en fait, ici, avec left et right, ben, qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Je vais changer la position du personnage. C'est ça qui est amusant dans un jeu. C'est que quand j'appuie sur les flèches à gauche et à droite, ben, qu'il aille à gauche et à droite. Ben, qu'est-ce que je vais jouer sur les coordonnées? Je vais jouer sur les coordonnées. Souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure il y a à peu près 10 minutes. Comme vous êtes le fabricant de la fenêtre, vous êtes responsable de la fenêtre. C'est à vous de la rafraîchir. Windows ne va pas la faire à votre place. C'est pour ça que ici, on doit faire un display, flip, etc. On doit redessiner pixel par pixel à la fréquence de rafraîchissement,
En fait, tout ce que je vous raconte, c'est pas vous qui le faites, hein, c'est vous faites juste vous utilisez les fonctions qu'il faut. Alors, ce qui m'amène à un autre propos sans faire de digression, c'est que l'informatique, c'est savoir aller lire dans la documentation et trouver les bonnes fonctions. C'est le métier des développeurs. Un développeur, il fonctionne avec sa culture, il ne fonctionne pas avec son expertise. Son expertise, ça lui sert à implémenter des algorithmes. Mais ce qui lui fait faire les bons choix, c'est sa culture et sa capacité à aller se documenter. D'accord? Donc là, je vais chercher ça et ça me donne du coup ici une fenêtre. Donc je vais aller vous mettre la fenêtre et là, vous allez voir que ma fenêtre ici, hop là. Alors ma fenêtre, hop là. Alors là, il m'a jeté, il n'a pas trouvé la fonction, il n'a pas trouvé le load. Je vais aller regarder pourquoi. Je vais regarder pourquoi rapidement, il me reste quelques minutes. Alors là, ici, il me dit qu'il n'a pas trouvé il n'a pas trouvé l'image. Alors, il n'a pas trouvé l'image. Ah oui, ça c'est, oui, je connais, je me suis déjà fait avoir. C'est la librairie PNG avec du Python. Donc, je vais changer de fusil d'épaule très rapidement. Je vais changer de fusil d'épaule et je vais vous le lancer avec la console. Voilà, je vais vous le lancer ici avec la console et on va voir ce que ça donne. Download, download, voilà. Ok, c'est des PO, des Stiam, c'est des ateliers, je crois que c'est l'atelier. Atelier 2. Ok, donc là, tout ça, c'est vu au premier webinaire, ce que je suis en train de faire rapidement. Ok, là, ça fait quoi? Ok, voilà. Donc là, c'est du Python, il n'avait pas la librairie PNG, et donc il ne veut pas. Donc là, regardez, j'ai quoi? J'ai un fond violet. Le fond violet, c'est le code couleur RGB. Donc c'est 100, 100, 200. Bon, allez, on va se faire un petit tour. On va se faire un petit tour sur Internet rapide. C'est bien parce que en fait, ça demande aux enfants, aux élèves, bah, de se documenter, de faire des recherches. Alors, je vais taper Google, je vais taper quant.com. Alors, je vais taper ici code RGB. OK, code couleur. Et là, je vais mettre 100, 100, 200. Alors, je ne vais pas le mettre ici. Ah, voilà, je vais mettre 100. Donc, R, je vais mettre 100. Ici, ah zut. Là, je vais mettre R 100. Ici, je vais mettre voilà, 100. Et là, je vais mettre 200. Ah, OK. Donc là, ça me donne 100, 100 RG green. 100, 100, 200. Ça me donne quoi? 100, 100, 200. C'est bien 100, 100, 200. 100, 100, 200. OK. Donc, RGB Blue. Ouais, ça donne un vert. Tiens, tiens. Ah oui, non, il est là, pardon. Voilà, donc c'est ça. OK? Donc, c'est un espèce de violet. Ouais, bon, ça ressemble pas beaucoup, là. Code couleur, là, là. Allez, je vais en prendre un autre. Pas non plus prendre le premier. Code RGB. Hein. Je veux vraiment du RGB. Code couleur RVB. Donc, RGB et RVB, c'est pareil. Hein. C'est RG, green, et vert pour, vert, V pour vert. Alors, si vous prenez un truc avec un HTML, vous ne prenez pas, parce que là, vous n'avez pas la signification HTML. Ce qui vous intéresse, c'est de mettre 100, 100, 200. Voilà, ça, c'est du code RVB, vous voyez. Donc là, on ne va pas le chercher. Le but, c'est pas de le chercher, c'est de le rentrer. OK. RVB. OK. Alors, attendez, petite conversion. Celui-là était bien, mais pourquoi on ne m'a pas donné 155? Je peut-être pas fait. Et là, hop là. Pas à jour. Il n'est pas à jour, c'est dommage. Là, j'ai pas de bouton d'entrée. Ouais, ok, non. En fait, c'est le contraire, il ne le prend pas. Donc, je vais mettre RVB en ligne.
Voilà, on va prendre celui-là. Donc là, je vais mettre normalement, hein, si c'est un éditeur. Ok, celui-là, c'est bien un éditeur. Et voilà, donc 200. Ok, donc là, on va regarder avec notre image. Voilà, donc là, vous voyez, c'est bien la bonne image. Donc en fait, pourquoi je vous montre ça? Vraiment pour être factuel, hein, pour être un peu plus démonstratif, c'est que là, je dis simplement remplis le fond. Là, je dis mets l'image, et là, je place l'image. Maintenant, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est ça, c'est cette partie-là. Cette partie-là, c'est quoi? Je vous ai fait la démonstration juste avant. Je vous avais dit que quand j'appuyais sur la croix, eh bien, on a détecté la croix, on a quitté la fenêtre. Vous l'avez vu, là, c'était il y a 10 minutes. Eh bien là, quand on appuie sur la gauche, la droite, en haut et en bas, le robot doit bouger. Attention, 3, 2, 1, et voilà, ça bouge, hop là. Et vous avez fait votre premier jeu. Et là, c'est déjà un jeu d'arcade. Vous savez, les jeux où les avions ils doivent esquiver des balles. Après, vous appuyez sur espace et il lance des missiles. Pourquoi pas? Donc voilà, donc alors, dans l'escape game que vous allez faire avec vos élèves, vous n'allez pas faire des jeux. Vous allez, enfin si, ça c'est un jeu, mais vous allez faire des jeux qui vont les faire réviser les maths. Ici, l'escape game, ça va ressembler un peu à ça. Vous avez un personnage qui arrive et vous pose 5 questions sur l'écologie. C'est un QCM interactif. D'accord? Il vous pose un QCM hein, sur l'écologie. Il est 30, j'aurais bien fait une démonstration, mais les personnes vont partir. Et donc, tout est implémenté ici. Et puis, donc, du coup, voilà, on a vraiment la marche à suivre hein, pour faire le QCM. Vous avez même le code corrigé pour les professeurs, les élèves ne l'ont pas. Et vous allez pouvoir aussi, du coup, mettre vos élèves avec la partie 4 et 5 dans une dynamique vraiment détendue. Vous allez on va créer un jeu, un escape game, vous allez coder, voilà, c'est intéressant. Vous allez même faire un petit concours à l'intérieur de votre classe. Donc voilà, c'était la surprise de la fin. J'espère que ça vous a plu. Nous avons terminé le 4e webinaire. Je vais terminer ici on est dans les temps, on est parfait dans les temps. Moi, c'est ce que je voulais faire, c'était vraiment vous montrer une démonstration de la plateforme et surtout vous orienter, vous ouvrir l'esprit sur les parties qu'on n'a pas exploitées, la partie 4 et la partie 5. Donc, je vous rappelle, par exemple, regardez, je vais aller sur la partie ici 4. Vous voyez, elle est là. C'est vraiment la partie 4 qui est ici. Vous allez la retrouver ici. Voilà. Et c'est pas de la lecture, c'est accompagné, par exemple, sur la partie 4. On va voilà, choisis ton serious game, le sujet de ton serious game, c'est en rapport avec le programme. Voilà, tu vas créer un décor, un personnage et une série de questions à poser. Il existe des milliers de possibilités de thèmes passionnants. Tu peux piocher un thème parmi ceux proposés ou en proposer un tout à fait différent en accord avec ton programme. L'alimentation saine, la gestion du temps, les stratégies d'entreprise, le réchauffement climatique, les équipements industriels, la technologie dans l'art, etc., etc. Donc là, on va connecter le programme de mathématiques, mais aussi le programme des autres matières avec ça. Voilà, donc vous allez recevoir un petit questionnaire comme à notre habitude pour avoir votre retour, pour qu'on s'améliore pour l'année prochaine. Je vais terminer ici avec, donc du coup, voilà, avec la page ici. Je vais vous remettre ici cette page-là qui vous donne accès à tout. C'est dans cette page-là que vous allez pouvoir récupérer les ressources. C'est aussi dans cette page-là que vous allez pouvoir vous inscrire, visionner le replay, vous inscrire à notre plateforme, etc. Ok. Vous pouvez revenir aussi vers Thomas Beko de Hachette, de qui vous avez reçu la newsletter pour vous inscrire et participer à ce webinaire. Voilà, pour ma part, j'étais très heureux d'animer ce webinaire cette année, ces 4 webinaires. L'année dernière, on en a fait 8, cette année, on en a fait 4. Et l'année prochaine, voilà, on va en faire 4 ou 6 à partir de octobre. Voilà, donc du coup, je vous laisse ce soir et je vous remercie. Et je vous dis donc bonne continuation, bonne fin d'année avec vos élèves. Et puis, j'espère que cette séance-là vous a été profitable et que si vous m'avez suivi tout au long de l'année, que ça vous a aidé à avancer en tant que professeur.
Et donc là, on a beaucoup de mails et beaucoup de retours. On nous a beaucoup sollicité pour créer une chaîne YouTube Python pour les professeurs, quelque chose qui me motive, un travail vraiment intéressant. Voilà, donc ça fait le 3e livre que j'écris hein, avec Mourad sur le Python, qui est un langage que j'utilise beaucoup. Donc ça peut être vraiment une excellente idée. On vous tient au courant de plein de choses, des webinars, des livres et de la chaîne YouTube. En tout cas, voilà, vous aurez des informations de la part d'Hachette. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin d'année avec vos élèves. Et donc, bonne continuation à tous. Merci encore. Ciao.